Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de Canal Presse sur Canal 2 International, dont voici le sommaire avec Ghislain Pierre Essonneau. Le RDPC est un très grand parti politique au Cameroun, qui domine d'ailleurs la scène depuis une trentaine d'années, mais il est souvent conspué par ses scores électoraux et sa façon de fonctionner. Tiens, depuis hier, 16 septembre 2016, s'est achevé le mandat de son président sans que cela ne meuve personne. D'ailleurs, le dernier congrès s'était tenu après 7 ans d'attente. Le RDPC, belle association des droits camerounais, ne peut cependant pas continuer à s'éteindre quand il faut parler, car il impacte largement sur la vie de la nation. On sait que Paul Biya nomme ses secrétaires généraux, mais de vous à moi, a-t-on jamais suivi un communiqué radio indiquant le lieu de dépôt et la composition des dossiers pour faire acte de candidature au comité central? Pourtant, dans ce comité, il y a des membres dits membres élus. Pourtant, l'on ignore le collège électoral, l'on ne sait pas non plus s'il s'agit d'une circonscription électorale nationale, régionale ou départementale. Pour revenir au cas du président national de cette formation politique, personne ne sait s'il existe des sanctions en cas de non-tenue du congrès à bonne date. Au plus petit niveau de la démocratie RDPCiste, M. Sapin se demande si les anciens ministres et les ministres récemment désignés comme responsables locaux du parti ne font pas obstruction aux élus locaux. Enfin, M. Sapin cherche à savoir si la bureaucratie n'a pas cravaté le RDPC. Aujourd'hui, ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, alors ministre des Transports, croyait bien faire en important le péage routier, soutient Bob, le moteur boy. Bob s'exclamait ainsi à l'approche du poste de péage de Boumiébel sur l'axe lourd Yaoundé-Douala au Cameroun. C'était en fait le premier voyage sur un axe bitumé de Bob jusque-là, confiné à transporter les ruraux et leurs bêtes sur des pistes. Bob dit quand même avoir vu dans un journal, objet d'une provision de son ami qui avait voyagé, l'image du péage équato-guinéen ou sud-africain. Ce qui surprend encore Bob, c'est qu'on dit en coulisses que le prix du péage pourrait passer de 500 francs CFA actuellement pratiqués à 2500 francs CFA si concession est faite au privé pour gérer les 14 postes les plus rentables. Et le ballon d'essai est lâché. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci à vous, Ghislain Pierre Essonneau, pour avoir campé donc le décor de cette édition de Canal Presse. Et vous le savez qu'on aura une forte actualité ce dimanche au Cameroun, avec donc le tirage au sort de la Coupe d'Afrique de football féminine. Mais avant d'en parler, donc j'accueille sur ce plateau Angebert et Somba Bengono. Merci d'être venu. Merci de m'inviter. Vous êtes suppléant député RDPC de la Meufou à Kono. André Fosso a donc été porté en terre hier, samedi, à Bandjoun, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Le président du JICAM, décédé en août dernier, a été présenté comme un entrepreneur infatigable. Quel est l'héritage qu'il laisse à l'économie camerounaise? L'héritage d'André Fosso est important parce que c'est un chef d'entreprise qui a été dynamique et prospère. Ses entreprises ont bien marché. Et je crois il est surtout la capacité d'un homme à renouer le fil du dialogue entre le secteur privé et le secteur public. Et Dieu seul sait si les deux secteurs n'ont pas toujours été en accord de langage au Cameroun. Et à titre personnel, je retiens l'image d'un homme qui a été capable d'être à l'écoute, une écoute active des autorités et des pouvoirs publics, sans jamais donner l'impression que le secteur privé, qui est par nature parfois frondeur, peut se rebeller. Au contraire, il a fait faire des avancées importantes à ce secteur privé. Et la question que moi je peux me poser aujourd'hui, c'est celle de savoir si, après lui, les successeurs seront à la hauteur du niveau où M. André Fosso a hissé le secteur privé logique.
Nous espérons bien que le GICAM va lui survivre. Parfait Siki. Merci à vous d'être venu également, directeur des rédactions du quotidien de l'économie. On continue avec cette sortie du ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire cette semaine dans la presse. Louis-Paul Motazé qui a donc pris sa plume pour parler non seulement du DSE mais des projets de deuxième génération et la relance de la croissance par l'investissement. Quel est le message global de ce texte du ministre? Il y en avait principalement deux de ma lecture de ce document. Mais avant, je voudrais remarquer que ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant, effectivement, qu'un membre du gouvernement prenne la parole, c'est une vraie prise de parole, pour indiquer le cap en matière de travail dans son propre ministère, pour indiquer les chantiers sur lesquels il compte se pencher. Ce n'est pas courant. Donc, c'est un fait qui va détonner pendant longtemps encore sur la scène publique. Donc, je voudrais indiquer dans les deux temps qui m'ont paru importants à noter. Il s'agit d'abord de cette proposition, de cette vision en termes de poursuite de l'investissement, la poursuite des chantiers d'infrastructures qui ont été engagés dans le cadre de la première partie du DSE. Donc ça, c'est fait. La deuxième ligne du ministre de l'économie, c'est exactement le soutien au privé, et c'est là l'hommage un peu à titre posthume que le ministre de l'économie rend au président du GICAM, parce que c'est quelqu'un qui s'est énormément battu pour que l'État appuie le secteur productif, et aujourd'hui il a un peu raison, mais malheureusement il est parti, mais il faut continuer son œuvre, et je pense que cela va exactement dans la direction qui a été indiquée. Donc je pense pour ma part qu'il y a deux petites contraintes que j'ai perçues dans ce texte. La première contrainte, c'est le temps de maturation des projets. Le ministre de l'économie indique que c'est un temps qui est long, et il gêne la bonne exécution du projet. Et la deuxième chose, c'est les procédures en matière de passation de marchés publics. Ces procédures sont anormales et elles freinent également le développement. Merci à vous d'être venu, et j'accueille également Christophe Mienzog, directeur de la rédaction de Journal Action, directeur général du Palais de Congrès. Merci d'être venu. Alors, je suis sûre que vous aurez le regard tourné vers le Palais de Sport cet après-midi pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Est-ce qu'il y a une équipe que vous souhaitez ne pas voir face au Cameroun dans la poule? Plus qu'un regard, je serai présent. Ah. Après cette émission, ouais, je me rends au Palais des Sports. C'est un devoir, parce que le sport draine des enjeux considérables, enjeux politiques, diplomatiques, économiques, culturels et autres. Maintenant, sur le plan sportif, je crois que le Cameroun a terminé deuxième, la dernière édition. Qui on ne souhaite pas voir, au moins le Nigeria est déjà dans une autre poule. Le Nigeria a remporté la Coupe 7 fois sur les 9 éditions. Donc c'est l'adversaire à éviter. Il reste le Ghana, il reste l'Afrique du Sud. Il y a encore beaucoup d'équipes qui peuvent constituer un danger pour la nôtre. Bon, maintenant, on se dit que ces filles qui nous ont fait rêver dernièrement à la Coupe du Monde au Canada et qui jouent à domicile, on peut espérer que quel que soit l'adversaire qu'elles auront en face d'eux, elles devraient aller le plus loin possible dans cette compétition. Surtout si elles ont des gens comme vous dans les stades pour les pousser de l'avant. Merci d'être venu. Amon Okol, merci également à vous. Vous êtes journaliste, et un hommage encore dans cette émission. Il y a 58 ans, donc, Ruben Oumniobé mourait dans des circonstances héroïques. Ça devrait être un moment de partage, de communion, de rassemblement des UPCistes ou bien de tout le peuple camerounais. Oui, au-delà de ça, je vous dis bonjour. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Je retiens des propos du Cheikh Anta Diop qui avait dit de Oumniobé que c'est le premier à avoir parlé de l'indépendance en Afrique au sud du Sahara, comme pour dire que pour ma part, Oumniobé est un héros national, même si le pouvoir de Yaoundé n'a pas décidé de lui confier totalement les rênes de ce pouvoir. Mais je m'arrête sur cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en juin 91, promulguée en décembre 91 par le président de la République, qui réhabilite les héros nationaux. Alors, on se pose la question de savoir, mais bon Dieu,
Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire du Cameroun? J'ai consacré un post cette semaine sur Facebook où je parlais de l'histoire du Cameroun qui est bafouée. Voilà une histoire qui est bafouée, celle de nos héros, de Oumniobé, dont les enfants n'apprennent pas, j'ai envie de dire, l'histoire de l'homme, que ce soit à l'école primaire qu'au niveau du secondaire. Il y a une filière à l'université de Douala sur le français et l'étude française. Dans toute et là-bas, il est interdit pratiquement de citer les auteurs camerounais. Vous citez uniquement les auteurs français. Alors, vous vous rendez compte à quel point on a expatrié l'histoire de notre Cameroun. Pour ma part, il est important, au-delà de l'inscription de cette histoire dans les écoles, mais je pense que, au-delà de ce qu'un homme avait dit, que la conférence nationale souveraine est sans objet, je pense qu'il est important qu'il y ait un véritable dialogue, qu'il y ait une concertation entre les Camerounais, non pas pour régler des comptes, mais beaucoup plus pour se parler, pour se regarder en face et pour penser les plaies. Merci Armand Ocol. Georges-Alain Boyomo, rédacteur en chef du quotidien Mutation. Avec vous, on s'intéresse à la situation du Gabon qui préoccupe encore. La Cour constitutionnelle se prononce au plus tard le 23 septembre prochain sur le contentieux électoral. Le recours notamment introduit par Jean Ping, le candidat qui demande donc le recomptage des voix. Quels sont les scénarios possibles de cet après-verdict? Alors, vous permettez que je sacrifie un devoir de politesse en disant bonjour à tous qui prennent la peine de nous écouter, de nous regarder tous les dimanches. Alors, pour revenir à votre question, vous parlez de la situation au Gabon. Effectivement, nous sommes dans l'attente, dans l'expectative. Nous, parce que cette actualité n'intéresse pas que les Gabonais, en tant que pays voisin, en tant que personnes qui monitorent l'actualité, nous devons suivre cette actualité-là parce qu'elle peut avoir, elle a déjà d'ailleurs des répercussions sur le Cameroun. Alors, manifestement, à s'en tenir aux différentes déclarations, que ce soit du camping et du camp Bongo, tout semble inciter à croire que c'est le calme avant la tempête, que les différents camps ont rangé provisoirement leurs épées dans les fourreaux pour les ressortir après la prononciation du prononcé du verdict. Ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'il y ait un apaisement. Le premier signe d'apaisement, c'était déjà que M. Ping respecte les institutions du pays. Il a déposé un recours, c'est déjà bien. Mais connaissant bien le système, il sait qu'il a peu de chances de voir son recours prospérer. C'est pour ça que avant même que le verdict ne soit rendu, il a déjà dit que cette cour-là fasse tout pour être impartiale, pour être transparente. Je veux dire que, étant donné qu'on s'achemine inexorablement vers une situation une fois de plus fâcheuse, le rôle de l'armée sera prépondérant. On espère que ce sera une armée républicaine qui va comprendre de quel côté elle doit aller. M. Bongo a peut-être l'avantage d'avoir été ministre de la Défense, il connaît un peu les rouages de cette armée-là. Mais il y a également, d'après ce qui nous revient, il y a des divisions dans cette armée. C'est vrai que la garde présidentielle est en majorité constituée des ressortissants du Haut-Tougoué, donc ils vont simplement se constituer en bouclier autour de la forteresse. Merci. Mais aucune hypothèse n'est exclue. On va continuer sur cette actualité. On va suivre ça également sur Canal 2 International. Je vous suggère maintenant de faire avec nous un retour sur l'actualité de la semaine sous le regard de Harley Desbois-Ndébé. C'est la revue de la presse de Canal Presse. La revue de la presse que nous aurons sûrement dans nos prochaines éditions. On va entrer directement dans le vif de ce sujet pour analyser et commenter donc cette actualité de la semaine. Je rappelle qu'on parlera des péages routiers qui sont en voie d'autonomisation et de cette affaire de date au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et dans l'opinion camerounaise. Messieurs, si vous le voulez bien, on commence par cette date. Christophe Mienzok, votre journal a qualifié tout ce qui est écrit et dit autour du congrès du RDPC cette semaine d'inutile polémique. Pourquoi inutile? Oui, bon, d'abord il faut remercier les observateurs, les critiques, les analystes de s'intéresser à tout ce qui se passe au sein du RDPC.
Mais maintenant, s'intéresser au RDPC, ce n'est pas vouloir déformer les faits et l'actualité du RDPC. Que les gens aient des opinions sur le fonctionnement du RDPC, c'est leur droit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais lorsqu'on veut jeter un regard, il faut commencer par dire ce que prévoient les textes de ce parti-là. Voilà. C'est pour ça que nous avons qualifié tout ce qu'on a entendu d'inutile polémique. Parce qu'effectivement, il y en a qui veulent aller beaucoup plus vite que la musique, il y en a qui veulent être plus royalistes que le roi. C'est vrai, le RDPC, de par sa position sur l'échiquier politique de notre pays, est un parti important. C'est le parti leader, c'est le parti majoritaire. Et tout ce qui se passe au RDPC intéresse, je dirais, forcément tous les Camerounais. Mais cela étant dit, il ne faut pas non plus aller beaucoup plus loin et chercher à caricaturer ce qui se passe au RDPC. D'accord. Donc, un congrès s'est tenu il y a 5 ans, mais vous vous doutez bien que aussi bien Paul Biya, le président national du RDPC, que Jean Kouité, le secrétaire général, et tous les autres. Tout le monde sait que 5 ans se sont écoulés. Que les 5 ans sont écoulés. Mais si personne ne réagit, ça veut dire que, que des dispositions sont prises. Deuxièmement, qu'il n'y a pas péril en la demeure. J'ai entendu des gens parler de mandat et autres. Je mets quiconque, c'est pour ça que j'ai apporté les textes du parti. Je mets quiconque au défi de me sortir le mot mandat dans les textes du RDPC. C'est compris. Alors, les autres pas le qui mot. sont Non, sur je ce termine plateau, juste sur une phrase. Les textes disent, article 18 des statuts, le Congrès se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période, c'est une période. Et dans le règlement intérieur, article 43, il redit exactement la même chose. Et dit, cette échéance peut être reculée ou avancée par le bureau politique. Voilà tout ce que nos textes disent. Merci. Alors, je commence par vous, Georges-Alain Boyomo. On parle de période, on parle d'échéance, mais on sait également que, comme il a rappelé, le dernier congrès s'est tenu ici à Yaoundé, les 15 et 16 septembre dernier. 5 ans, c'est le 15 septembre 2016, ou alors 5 ans, c'est tout le mois de septembre ou toute l'année 2016, si on reste sur période et échéance? Alors, votre question me permet de dire une chose. Je pense que Christophe Mienzok a bien catégorisé les acteurs. Il y en a qui sont plus royalistes que le roi. Il y en a qui veulent aller plus vite que la musique. Il y en a également qui veulent défendre l'indéfendable. Je pense que c'est la catégorie d'acteurs qu'il a oubliée. Maintenant, je ne sais pas si on a le même calendrier. C'est-à-dire, après 5 ans, logiquement, sauf si les pontes du RDPC ont un autre calendrier, logiquement, on s'attendrait à un congrès en septembre. Maintenant, les analystes, du moins les analystes sérieux, font quand même remarquer que les textes du RDPC sont assez permissifs dans le sens d'offrir un boulevard au président national qui peut fonctionner selon ses états d'âme. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui même, le moindre communiqué sur la tenue ou non de ce congrès n'a été diffusé. Même ceux qui se sont acharnés, ceux qui ont fait feu de tout bois pour dire qu'il n'y a pas de congrès, que le bureau politique peut se réunir, ils n'ont pas d'argument entre leurs mains aujourd'hui pour dire que ce bureau politique se réunit ou se réunira. Personne n'est en capacité aujourd'hui de dire si c'est à cause des travaux du palais des congrès qui doivent être livrés en fin 2017, si c'est à cause de la trésorerie du parti qui serait déficitaire, si c'est les déplacements du président. Ou alors c'est les déplacements du président. Donc personne. Nous sommes dans l'expectative, comme ceux qui sont venus sur votre plateau. Pas aujourd'hui, ils sont venus sur votre plateau il y a quelques mois pour dire qu'il y aura probablement un congrès à septembre. Donc on est dans cette nébuleuse-là qui est propre au RDPC, qui est propre malheureusement. Mais on ne va pas nous faire un procès inutile de nous intéresser à la vie de ce parti. Heureusement que Christophe a remis le curseur à sa véritable place. Puisque le RDPC a proposé un programme qui a été adopté par les Camerounais, 70% au moins, c'est normal qu'on s'y intéresse. Et le Congrès, pour finir, ne s'intéresse pas uniquement à la vie du parti. Le Congrès également, c'est une occasion de prendre position sur les grandes questions qui agitent la vie de la nation. Merci. Amon Okol, est-ce qu'au regard de tout cela, Christophe Mienzok dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de notion de mandat tel que dit dans les textes du parti, mais est-ce qu'on peut dire que on a des présidents et des organes illégaux maintenant au RDPC? C'est le cas.
Et Christophe Menzok ne veut pas le dire, il parle des textes, je voudrais leur assurer que j'ai des textes également. Les textes disent que le Congrès se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Les membres du bureau politique, Christophe, les membres du bureau politique ont 5 ans pour siéger. 5 ans, ce n'est pas 5 ans et 6 mois. Ça veut dire qu'à échéance, quand on arrive le 15 septembre, les membres du bureau politique ont des mandats caducs. Vous ne voulez pas qu'on parle de mandat, mais c'est de ça qu'il est question. Quand on dit que quelqu'un est élu pour 5 ans, il a un mandat. Passé ces 5 ans, il n'a plus de mandat. C'est de ça qu'il est question. Donc le bureau politique en lui-même n'a plus qualité, il est devenu caduc. Et je vais même plus loin. Le bureau politique du RDPC est composé de 22 membres, en principe. Mais au soir du 16 septembre dernier, il y en a eu 15. À ce jour, entre ceux qui sont en prison et ceux qui sont décédés, les membres du bureau politique sont de 11 ou 12, me semble-t-il. Et il est dit ici un peu plus loin, Christophe Mienzo, que le Congrès peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président national du parti. Toutefois, il peut également la demande de 2/3 de ses membres être convoqués. Or, 11 ou 12 membres sur 22, ça ne fait pas le quorum. Par conséquent, nous sommes dans une situation où les instances du RDPC n'ont pas de mandat, que ce soit le président national, que ce soit les membres du bureau politique ou même ceux du comité central, parce que même les membres du comité central ont dépassé l'échéance de 5 ans. Et la dernière petite chose que je voudrais dire, en 10 secondes, c'est que le RDPC, en fait, nous a habitués à ça. S'il est dit que le Congrès se tient tous les 5 ans, entre le 24 mars 1985 et la date d'aujourd'hui, le RDPC devait être à son 7e congrès ordinaire, soit 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015. Or, il balbutie pour aller vers son 4e congrès Angébert et Somba Bengono, est-ce que c'est le calendrier qui fait défaut dans ce cas? C'est la prévision? Pourquoi est-ce que à date, on ne devrait pas avoir un peu comme un curseur unanimement admis de tous pour se dire on se retrouve pour parler des problèmes du parti, parce que c'est de ça qu'il est question. Non, parce que justement nous faisons une lecture calendaire. Exact. Les statuts ne prévoient pas une lecture calendaire. Et je ne suis pas d'accord avec la caducité, parce que la caducité suppose que les comportements sont codifiés dans les statuts. Or, les statuts ne déterminent pas la durée du mandat, ni même le mandat dans les textes. Donc, il n'y a pas de caducité dans ce texte. Les statuts pas de 5 ans, ils ne disent pas on parle du premier jour au dernier jour de l'année. Je vous explique. Bien sûr. Le Congrès se tient tous les 5 ans. Voilà ce que dit le texte. Le Congrès ne dit... Mais à chaque Congrès, évidemment, il nous est arrivé d'élire un président national. Mais ça n'a rien à voir avec la notion de mandat. Le Congrès peut se tenir sans élire un président national, vous le savez. Mais nous avons pris l'habitude d'élire notre président à chaque congrès. Évidemment, ça fait que ceux qui ont une lecture calendaire adossent l'exercice d'un mandat à la tenue d'un congrès. Et disent des choses comme la caducité. Soit on ne sait pas ce que c'est que la caducité, soit on n'a pas bien compris que la lecture calendaire nous une insulte. Non, la caducité... Je ne peux pas utiliser un mot dont je ne connais pas la signification. Non, la caducité, monsieur Ocol... Si vous voulez, on en parle. La caducité est une sanction civile qui s'applique à la non-exercice ou alors au non-respect d'une procédure ou d'un acte. Or, ici, le président n'a pas un mandat qui lui est donné par le parti. Y a-t-il une échéance? Et je conclus en vous disant que lui-même a parlé à la fin du calendrier qui aurait dû nous ramener au 7e congrès ordinaire. Mais vous n'ignorez pas que le congrès qui aurait dû se tenir en 2006, M. Ocol, il s'est quand même tenu en 2006. Et celui de 2010 s'est tenu en 2011. En quoi est-ce que cela gêne? Moi, je conclus en vous disant que les gens ont construit un modèle de fin de régime depuis près de 10 ans au Cameroun, avec une variable LDPC instable ou définitivement. Monsieur Angel, laissez-moi finir. Le Congrès peut se tenir quand il peut. Ne dites pas de fixer pas une échéance. Dites que le Congrès peut se tenir quand il peut. Monsieur Ocol, vous ne nous dictez pas nos statuts. Nous les avons. Nous connaissons nos statuts. J'étais en train de conclure en vous disant que dans ce modèle de fin de régime, le RDPC est une variable extrêmement fragile et disloquée. Ce qui fait que les gens
C'est ce Regarde on les n'a pas faits et raison à reparler. gestes. Les gens regardent les faits et gestes, Oui. les actes et les sentiments et veulent donner un sens à leur modèle. Merci. Mais moi, je vous dis que nous sommes dans un fonctionnement qui est tout à fait normal. Et moi, je sors d'une vaste campagne. Merci. Merci beaucoup. Avec des conférences sur le terrain. Alors, je sais qu'on aura autant de temps que lui. Parfait, Siki, est-ce que le RDPC est épié, regardé un peu comme si c'était du voyeurisme pour justifier qu'un congrès doit se tenir ou il ne doit pas se tenir? Est-ce que finalement, cela n'importe pas aux militants d'abord eux-mêmes de se demander pourquoi leur président national ne les convoque pas et non pas à toute l'opinion publique camerounaise? Non, ça peut être que toute l'opinion publique camerounaise. Le RDPC n'appartient pas qu'aux RDPCistes. Le RDPC ne peut pas qu'appartenir au RDPC, ce n'est pas possible. C'est lui qui nous donne le gouvernement, qui nous dirige. À partir de ce moment-là, tout ce qui concerne le RDPC concerne la nation tout entière. Et les choses seraient plus simples, effectivement, si les échéances étaient respectées. Ce serait vraiment tellement plus simple. Comme le 24 mars, comme le 6 novembre, voilà, qui sont des dates connues. On n'aurait pas donné du travail à M. Somba, à M. Mienzok aujourd'hui. Il faut difficilement, C'est avec plaisir que nous sommes là. difficilement se sortir de cette difficulté qui consiste, alors qu'on a traversé le 16, à pouvoir quand même expliquer que non, tout va bien. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un souci quelque part. Les militants en parlent, les Camerounais en parlent, nous débattons aujourd'hui, il y a un souci quelque part. Mais je dois dire que le président, il surprend quand même par rapport à son propre mandat, parce que son mandat a été renouvelé au même moment que les autres, en 2011, son propre mandat. Et il ne nous a pas habitués à dépasser son propre mandat. Je crois qu'il a dû le faire une seule fois, ça devait être en 2001, donc son mandat avait été renouvelé en 1995. Et il est allé tenir un autre congrès seulement en 2001. C'est la seule fois. Il y a eu un congrès en 2006 par Siki. Un congrès Non, moi je parle de 2001. Il en parle justement, donc après J'ai 2001. à votre Voilà, moulin, tout voilà. simplement. Oui. C'est pas une fois. J'en viens à vous tout à l'heure. Non, je parle de son propre mandat à C'est lui. bien ce que je suis en train Voilà. de dire. D'accord. Il y a eu Donc, un ce n'est pas congrès une seule extraordinaire fois. en 1995. Un deuxième congrès extraordinaire aurait dû se tenir en 2000. Celui-là s'est tenu en 2001. Et après 2001, on aurait dû avoir un autre congrès. Et puis il y a eu un congrès en 2006. Oui, là je parle vraiment effectivement de son propre mandat. D'accord, Il ne oui. s'amuse presque jamais, sauf, je vous dis, de 1995 à 2001. Il a toujours respecté cette échéance-là. C'est pour ça que je suis surpris de on va appeler ça un débordement. Ce débordement-là. Mais je me rappelle même une fois où, voyant venir la date du congrès, du prochain congrès, il avait à 23 heures fait publier un communiqué pour la tenue d'un congrès. À 23 heures. Pour montrer qu'il avait le souci du respect. Il faut noter qu'à 20 des heures, échéances. il y a un leader, un gros cadre du RDPC qui était passé au journal de la CAT. Pour dire que le congrès n'aurait pas lieu. Voilà. Merci. Mais Alors, C'est à vous qu'on doit renvoyer tous ces éléments À 23 heures, avec aux observateurs et à ceux qui écrivent pour sur le RDPC. terminer sur la question. Oui, je voudrais donc dire qu'il ne s'amuse généralement pas avec ce mandat-là. Tout D'accord. comme il s'amuse difficilement avec le mandat des élus des organes de base. Là aussi, il a fait une petite rallonge récemment. débordement. Un débordement aussi. Petit rallonge, ça devient Mais, compliqué. et c'est là que moi, ça me pose un souci. Pourquoi le président se laisse-t-il aller au fur et à mesure que les années passent? Moi, c'est l'observation que Alors, je fais. Christian Menzo, est-ce que vous comprenez les accusations, on va le dire comme ça, de flottement ou bien d'imprécision dans vos textes qui parlent de début et de fin de mandat qui visiblement ne sont pas clairement définis. Et vous-même, vous l'avez dit dans un éditorial ce mercredi 14 septembre, vous écrivez en théorie, ces mandats expirent dans quelques heures, même si cette notion n'est pas clairement définie dans vos Je vous textes. le dis, moi je lis les textes, j'ai cherché le mot mandat, je ne l'ai pas trouvé. Bon, maintenant, je comprends. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de Mais vos textes? attendez, ce n'est... Non, vous savez, il faut éviter, autant je suis à l'aise avec ce que Parfait Siki dit, et autant les propos d'Armand Okol, moi, me mettent très mal à l'aise, me gênent. Pourquoi? Parce que M. Okol veut passionner un débat qui n'a pas besoin d'être ramené, mis sur le terrain de la passion. Il faut analyser ces textes et le contexte. Le RDPC, si vous voulez qu'on vous en parle très rapidement, le RDPC est un parti qui est né au pouvoir. Nous sommes d'accord? En 1985,
l'UNC devient le RDPC. Ça veut dire qu'on sait que les dirigeants du parti occupent des responsabilités au niveau de l'État, notamment le président national. Et les textes ont été faits pour donner la plus grande souplesse au président. Le parti le sait. Maintenant, ça peut être une force et comme ça peut être une faiblesse. Maintenant, ceux qui en parlent, que ce soit la tout simplement, moi je ne peux pas préférer. Je regarde ça dans toute situation. Hein, dans toute situation, il faut toujours analyser quels sont les avantages et les inconvénients. Autant on tire avantage de ce qui peut être force, autant il nous appartient de minimiser ce qui peut être faiblesse. Donc moi j'en appelle simplement un exercice de lucidité comme le fait parfait Siki par exemple. Il ne faut pas prendre ça comme si c'était au RDPC. Monsieur Okol, comprenez quand même qu'il y a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents qui savent tout ce que vous dites là. Mais les nécessités, c'est un autre terme qui est qui revient systématiquement. Exactement. Les nécessités et de l'organisation et du bon fonctionnement du parti conduisent les instances dirigeantes du parti à trouver un juste équilibre dans les textes pour que le parti demain ne puisse pas être confronté à ce qu'on peut appeler une crise. C'est ce que vous devez comprendre. Merci beaucoup. Nous, alors, le justement, savons je vais voir à si Armand l'intérieur. Okol l'a compris par cette question. Christophe Mézon a parlé de la nécessité et dans son éditorial, il définit, on va le dire comme ça, 3 facteurs pour la tenue d'un congrès. Il y a la légalité, la nécessité et l'opportunité. Est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, quand vous observez le RDPC, il n'y a ni l'opportunité d'un congrès, ni la légalité, ni la nécessité d'en tenir. Non, c'est pas exactement ce que Je voulais dire, C'est ma question maintenant. J'ai transmis vos propos et je vous pose une question. Qu'il ne suffit pas de dire que je suis passionné. Il faut battre en brèche les éléments que je viens d'évoquer tout à l'heure. Je lui ai dit, les textes de leur parti sont clairs. Le congrès se tient tous les 5 ans. C'est un peu comme... On peut élargir le débat à l'État lui-même. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Est-ce à dire que si le président de la République est élu... Un 11 octobre. Un 11 octobre. Le 11 octobre prochain, son mandat est... Son mandat expiré, est on va le arrivé dire comme ça. à échéance. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de dire que je suis passionné. Quel est le problème au RDPC? J'ai lu le RDPC hier, aujourd'hui et demain de Charles Ateba Yéné et Paul Biya, l'État et le RDPC du professeur Messanga Yamdi, qui recommandent. Pratiquement, on peut résumer les propos de ces 2 ouvrages en le RDPC doit être au miroir de l'État. Par conséquent, le RDPC qui se veut le rassemblement démocratique. Démocratie, ça veut dire quoi? C'est le respect des textes. Quand on est démocrate, ça veut dire qu'on respecte les textes. Le RDPC a pris ces textes. Mais le RDPC vous dit qu'il respecte ces textes. Le RDPC ne respecte pas les textes. Pour respecter les textes, il faut commencer à respecter le calendrier. Élu pour 5 ans, ça veut dire qu'après 5 ans, un jour, mais on est il faut dans les 5 ans. Hein, on n'est pas dans... Non, on est dans les 5 ans, passés de quelques jours. Moi, ce que j'ai envie de dire au RDPC, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a une nécessité. Moi, je prends l'expression nécessité. La nécessité qu'il y a au RDPC aujourd'hui, c'est de revoir les textes pour ne pas avoir à expliquer ce qu'il ne faut pas expliquer. Si le RDPC dit, le congrès du RDPC peut se tenir en cas d'opportunité. C'est-à-dire, il y a une volonté, il y a une urgence, il y a les conditions sont réunies. Parce que oui, on a comme l'impression qu'actuellement les conditions ne sont pas réunies. Or, lorsqu'on observe, il n'y a pas une crise. Et pour terminer, est-ce que vous savez que le renouvellement des organes de base a créé, au lieu de réparer les plaies, a créé beaucoup de situations? Savez-vous qu'à Yaoundé 2, il y a plusieurs bureaux de sous-section qui n'ont pas leurs responsables désignés. Savez-vous qu'à la section de Yabassi, il y a également plusieurs responsables qui n'ont pas... Je peux vous citer une dizaine de sections comme celle-là pour montrer effectivement que... Non, ce que je veux démontrer, Carole, vraiment en conclusion, ce que je veux démontrer, c'est que
les organes de base ne sont qu'à l'exemple des instances du parti. Parce que là-bas même, il n'y a pas le respect des textes. Alors, au niveau de la base, c'est pareil. Maintenant, on va se dire que le RDPC a choisi d'ignorer certains de ses militants, et pas des moindres, qui ont appelé depuis le début de l'année à la tenue d'un congrès, même extraordinaire. On se souvient de ces propos du sultan Ibrahim Bouboundjoya le 20 février 2016 à Bafoussam, qui appelait de tous ses voeux une instance, un congrès pour revoir en interne les problèmes du parti. Est-ce qu'on peut choisir de passer sur des propos d'une personne, d'un sénateur comme celui-là au sein du RDPC? La réponse est oui. Le président national peut choisir d'organiser un congrès ou pas, puisque les textes manifestement le lui permettent, pour aller dans le sens de Christophe et de Somba Bengonodon. Moi, je pense que, étant donné que manifestement, il y a toujours un problème de calendrier et qu'il y a généralement peu d'élégance républicaine en termes de respect des dates au Cameroun. Remarquez bien tous les événements qui engagent le président de la République, on est toujours dans les nuages en termes de dates. Je pense même que si le président de la République avait la possibilité de déplacer la célébration du 20 mai, il aurait déjà déplacé. On voit bien comment ça se passe avec la Coupe du Cameroun, le commis qui a annoncé qui est différé. On a manifestement un souci avec les dates. Donc, ce n'est pas propre au RDPC. Maintenant, allons au fond. Est-ce qu'il y a une nécessité de tenir un congrès du RDPC en ce moment? La réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'il y a un certain nombre de problématiques. Même si Essomba Bengono dit qu'on ne doit pas parler de transition, de fin de règne, il n'en reste pas peu moins que les analystes lucides sont en droit de penser que nous sommes au moins en contexte de pré-transition. Nous sommes au moins, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs. Maintenant, en dehors des problèmes internes du RDPC qui sont connus, on a vu tous les déchirements après les investitures, on a vu les déchirements consécutifs au renouvellement des bureaux des organes de base. On a vu un certain nombre on a vu l'académie du parti qui a été créée, du moins sur le papier, il y a 5 ans, les dossiers sont nommés. Voilà. Et il y a, sur le plan national, il y a une menace qui n'existait pas à l'époque de l'ancien congrès. Le président a déclaré la guerre à Boko Haram le 17 mai 2014. Le dernier congrès a eu lieu en 2011. On a eu quelques communiqués rachitiques du RDPC à une ou deux occasions, mais on pense quand même qu'il faut que le parti prenne clairement position sur la guerre contre Boko Haram, qui n'est pas seulement une guerre en termes de sécurité, mais qui est également un déficit en termes de développement, parce que vous savez bien qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc, au moins à ce niveau, on attend le RDPC. Je ne veux pas parler des dossiers économiques où le RDPC est attendu. Donc, moi, je préfère qu'on aille au fond des choses et qu'on ne reste pas simplement sur les problèmes de calendrier. Oui, sortant justement de ces problèmes de calendrier, Angébert et Somba Bengono, est-ce que vous pensez que les éléments pour lesquels Georges-Alain Bouyomo demanderait au RDPC de tenir son congrès tiennent la route? Est-ce que c'est là où vous vous attendez? Non, justement, ça ne tient pas la route parce que, historiquement, et Christophe l'a expliqué tout à l'heure, l'UNC fonctionnait déjà comme ça. Je ne sais pas si vous avez idée de ce que c'était. Moi, j'en ai quelques idées là-dessus. Mais ce n'était pas le meilleur fonctionnement aussi. Hein? Non, attendez, monsieur. C'était une gestion pragmatique du parti. Parce que le chef de l'État est en même temps président national du parti. Et vous pensez que l'intérêt du RDPC est supérieur à l'intérêt du Cameroun? Le président aux affaires du Cameroun. Donc, s'il n'y a pas nécessité, opportunité de tenir un congrès, vraiment, je ne vois pas où est la difficulté. Et j'ai lu le texte de Georges Alain, qui semble ne pas prendre en compte le fait que le président de la République, en matière de relations avec les organisations internationales et les États étrangers, est dans le domaine réservé, c'est-à-dire lui seul apprécie à quel niveau se situe l'intérêt du Cameroun. Et il peut penser que c'est bon d'aller aux Nations Unies cette année et que ce n'était pas bon d'y aller l'année dernière. Vraiment. Et je vous dis que... Là, fait 5 ans, ça y est, allez. Georges Alain, je vous le dis depuis très longtemps. À la veille du congrès, peut-être. Je vous suis beaucoup, et je suis tous ceux qui analysent les phénomènes politiques au Cameroun. Je vous dis que depuis plus de 10 ans, il s'est construit au Cameroun un modèle de fin de régime qui veut faire convaincre les Camerounais qu'il se passe quelque chose au RDPC qui est instable. Tenez, moi je sors d'une 16e communication dans les organes de base. Heureusement qu'il y a des organes de base. Tous les 5 ans, le congrès se tient, M. Ocol. On ne lit pas les gens tous les 5 ans. Se tient un congrès tous les 5 ans. Vous pensez qu'entre deux congrès, qu'est-ce qui se passe? Le parti fonctionne.
Le parti fonctionne. Il y a des délégations régionales et départementales qui sont en train de s'installer, qui prennent contact sur le terrain. Nous sommes sur le terrain en train de travailler. Moi, je sors d'une 16e communication dans des structures du parti où les gens sont loin des considérations de congrès. C'est vrai, ils posent des questions là-dessus. C'est normal. Mais ils comprennent que le parti est géré de cette façon-là. Et je vous dis, c'est une gestion pragmatique qui met en relief la relativité du parti par rapport aux intérêts supérieurs de l'État. Je reviens à vous. Il a évoqué deux choses et je voudrais qu'on vous répondiez à ça au fur et à mesure. D'abord, la dissociation, mais la nécessité, comme certains analystes l'ont dit, par Fessiki, de dissocier la fonction du président national d'un parti à celle du président de la République. On l'a vu, ça se fait ailleurs. Chaque fois qu'un candidat d'un parti accède au pouvoir, il délaisse ses fonctions de président national pour devenir le président de toute la République. Est-ce qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas maintenant qu'on évoque le calendrier du président de la République pour justifier le calendrier du président national? Mais il n'y a rien de nouveau, Carole. Il n'y a rien de nouveau, ça a toujours été ça. Le président de la République a toujours trouvé le moyen d'assumer les deux fonctions de façon parfois concomitante, de façon alternative. Donc, je pense que le débat n'est pas vraiment là-bas, même si je pense que ça peut arriver. Le président national du RDPC peut décider de ne garder que la fonction républicaine de président de la République et de laisser les charges à une autre personnalité. Mais ça, ce n'est pas connaître le président Paul Biya que de penser ça. Mais il faut pas, c'est pas taillé à la dimension du président Paul Biya, c'est quand même des textes. Mais c'est taillé justement à la dimension qui doivent aller au-delà de l'homme, n'est-ce pas? Non, non, c'est taillé à la dimension du président Paul Biya. Mais le président Paul Biya supporte peu les contraintes formelles, même informelles, l'opinion publique, la presse. Le président Paul Biya s'accommode mal de ces contraintes-là. Et vous verrez toujours que quand il est obligé d'agir, il n'agit qu'à la dernière minute pour bien indiquer que, en fait, je ne le fais que parce que la loi le dit. Donc, ce n'est pas à lui que vous direz de se séparer d'une fonction aussi importante qui lui permet de tenir ses hommes et de laisser cet instrument, cet appareil politique à quelqu'un d'autre. Non, le président Biya ne le fera pas. Il gardera, tant qu'il sera chef de l'État, vous verrez, il gardera toujours le contrôle du RDPC. Le jour où il quittera le RDPC, c'est qu'il a quitté le pouvoir. Alors, Armand Okol, Angebert Issomba Bengono a parlé du fonctionnement des organes du parti et dans la presse, il se dit tout le temps que le comité central est un peu en berne, le bureau politique qui doit être convoqué par le président ne se réunit pas vraiment. Alors, si les cellules fonctionnent, ça veut dire que les organes intermédiaires ne jouent vraiment pas leur rôle. C'est ce que vous avez constaté? C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Je ne parlerai plus de caducité parce qu'il refute cette expression, mais caduc, c'est tout ce qui n'a plus cours. Par conséquent, lorsqu'on est élu pour 5 ans et qu'on a dépassé les 5 ans, on cesse d'être... Non, caduc, c'est ce qui n'a pas... Cette étape du débat est... Sauf si c'est déterminé dans un texte. Soit. Sauf si c'est dit dans un texte. Je réponds clairement à votre question. D'accord. Ni les instances, ni les organes de base au RDPC ne fonctionnent normalement. J'en veux pour preuve tout ce que je vous citais tout à l'heure. Je peux vous citer dans la section du RDPC de Yabassi, sur 42 sous-sections, il n'y a que 22 qui ont été installées, il y a 20 qui ne fonctionnent pas. Alors à Yaoundé 3, il y a des sections, il y a des organes de base, il n'y a pas de sous-sections. Au moins une bonne chose. Non, juste pour que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent. Est-ce que l'installation d'une sous-section est une condition sine qua non de son bon fonctionnement? La question de Est-ce que c'est prévu dans les textes là qu'on doit... C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Non, pas un chef. La question que Carole me pose, là, voici. C'est l'installation. C'est un acte administratif, l'installation. Qui n'empêche pas le fonctionnement. La question que Carole me pose, c'est si... Il y a des problèmes avec les instances du RDPC. Et si les organes de base fonctionnent normalement... Est-ce que le bureau politique s'est réuni, par exemple? Alors, est-ce que le comité central s'est réuni? Ce que je veux donc indiquer à travers mon analyse, c'est que les organes de base du RDPC ne fonctionnent pas sereinement. J'en veux pour preuve les derniers renouvellements des organes de base. Vous savez parfaitement... Je ne vais pas utiliser les grands mots. J'ai fait du schisme, mais je préfère ne pas l'utiliser. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous savez parfaitement la fronde qui s'est installée lors de ce renouvellement des organes de base du RDPC. Et ça démontre
à suffisance à quel point le parti n'est pas démocratique. Parce que si le parti est un parti de démocrates, effectivement, on va laisser l'expression populaire s'exprimer. Mais le fait qu'on décide d'investir les différents candidats est la preuve que c'est décidé par les instances et donc c'est décidé par la hiérarchie. C'est compris. À partir de ce moment, les militants de base même, qui constituent l'ossature Quel du parti RDPC, fonctionne comme ça au monde? C'est compris. Mais c'est- Alors, c'est- Christophe c'est pas- Mienzo, je vous permets de répondre sur la pourquoi question. vous dites donc que vous êtes des démocrates si l'expression débat. populaire ne Quel parti s'exprime pas? fonctionne comme vous Je dites vous là au retire la monde? parole, je vous la donne tout à l'heure. Christophe Mienzo, vous avez sans doute lu le procès qu'on vous fait sur, on va appeler ça la léthargie d'un certain nombre de vos organes, notamment le bureau politique qui n'est pas souvent convoqué, à moins que le modèle de consultation soit échangé avec peut-être les nouvelles technologies de l'information et la communication. Vous l'avez dit, hein? Oui, vous avez un groupe WhatsApp. Bon, où vous- c'est davantage un procès d'intention. Ah d'accord. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais dire très rapidement. Parfait, si qui est en train de développer sur, ou si quelqu'un d'autre l'a dit, il a évacué ça. L'élégance démocratique à laquelle Georges-Alain Boyomo faisait allusion. On voit dans les autres pays, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été responsable du parti, quand il devient président... de la République, oui. Oui, mais c'est une forme, c'est simplement de l'élégance, c'est un habillage, c'est de la... C'est du maquillage. Et comme c'est tout bon de faire simplement. pareil, Mais peut-être. quel est le dirigeant aujourd'hui politique au monde qui peut ne pas s'intéresser au fonctionnement de son parti? Et même tenir. Allez aux États-Unis. Vous pensez qu'Obama, tout président des États-Unis qu'il est là, il s'intéresse au fonctionnement pour du la Parti forme, au démocrate? moins, il n'est pas à la Pour tête. la forme, pour la forme. C'est ce qu'on Mais demande dans les faits, je vous dis que François Hollande, il reçoit Il continue à peser sur Mais la bien vie du sûr, Parti socialiste. ça, j'évacue ça. Maintenant, vous le allez fonctionnement de vos organes. vous allez constater quand même une chose. Et ce qu'il a dit encore. Autant le président se préoccupait de son, disons, mandat. Vous revenez à l'expression. Non, c'est Appelons ce ça que comme ça tous les pour aller téléspectateurs peuvent comprendre. Bon, j'utilise un terme pour faciliter la compréhension. Exact. Maintenant, vous allez constater que les bureaux, les mandats des bureaux des organes de base ont été renouvelés l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui parlent même, le pouvoir étant à la base du parti, les responsables locaux du parti ont leur légitimité pour faire fonctionner le parti. Donc Quand les maintenant, grandes échéances arrivent, on n'a pas le sentiment que le pouvoir est à la base. le pouvoir est à la base. C'est ce que je vous dis. Donc, laissons les lectures biaisées et superficielles. Le pouvoir est à la base. D'accord. Les responsables locaux du parti, au moment où nous parlons, leurs mandats ont été renouvelés. Et le parti, en bas, a toutes... Maintenant, Mais est-ce qu'il fonctionne? C'est ça le problème qu'on vous Mais pose. bien sûr. mais Est-ce qu'il il fonctionne. Comment il fonctionne? Les organes... Sous le diktat des instances. Non, du parti. les organes de base du parti fonctionnent. La cellule doit tenir ses réunions Voilà. tous les... Le comité central s'est réuni combien de fois cette année? Ou l'année dernière? D'accord. Aucune fois. Non, Combien de je fois? vous le concède. Et le bureau mais ce politique, n'est il s'est pas... réuni combien de fois? Attendez. Vous savez, quand vous évoquez une disposition des textes du parti, vous savez, il faut que les gens aillent très loin. Et ils vont regarder, ils vont constater qu'il y a toujours un toutefois. Vous comprenez? Le comité central peut ne pas se réunir, mais le Toutefois. secrétariat général, Lui, il fonctionne. le secrétariat général, qui est un peu le Permanent. gouvernement... Quand il y a trop de pouvoir dans un Non, statut, Permettez qu'il termine. Je Quand il y a vous beaucoup prie. de Avancez sur fois cette question. les délégués au congrès du RDPC, qui sont des gens et des femmes intelligents comme vous et moi, ont eu le temps de lire ça. Et au congrès, donc, quand ils vont venir, ils ont vraiment toute la latitude de poser ces problèmes-là et dire que, bon, nous constatons que nos textes et tout, nous, cadres du parti, notre rôle, quand il y a un débat comme ça, c'est de venir vous expliquer ce qui est vous laisse dans nos simplement textes. ajouter. Maintenant, Merci. Je vous permets qu'il pouvez termine. interpréter ça comme vous voulez. Les interprétations, faites-en ce que C'est vous compris, voulez. merci. Même dans le toutefois de Christophe Mienzo, il y a un problème. Alors, toutefois, le secrétaire général peut se réunir
par rapport à un certain nombre de questions, mais... Il dirige le parti sous la présidence du... Est-ce que le secrétaire général va vous dire, chaque fois qu'il rencontre le président, on va vous dire chaque fois qu'il envoie des rapports? Alors, prenons, ce n'est pas des rapports. Moi, je parle des questions qui engagent la vie des Camerounais. Oui. Lorsqu'il y a une question sur le DSE, Oui. le secrétaire à l'économie et à l'emploi, quand est-ce qu'il a produit des réactions? Peut-être qu'il a endossé directement au ministre en question, peut-être. C'est comme ça que les partis sérieux fonctionnent. Oui. Autant il y a les toutefois qui semblent vous dédouaner, qui semblent vous donner une marge de manœuvre, autant même dans les toutefois, vous finissez par vous prendre des pieds dans le tapis. C'est parce que vous ne savez pas qu'il a apporté sa contribution. C'est ça, c'est pour ça que vous posez le problème. Mais ça doit être vous voulez que cela... Ça doit être Nous sommes... Attendez, nous sommes un parti... N'oubliez pas, si le secrétaire aux affaires économiques rend public une position sur le DSCE, vous n'allez même pas chercher... Vous allez tout simplement chercher la petite bête. C'est-à-dire que le point où il y a une contradiction, une divergence. Mais c'est tout. Et nous ne voulons pas nous donner, nous livrer un spectacle. Pardon. Il m'accorder 30 secondes et pas plus. Vous en avez 20. Le RDPC a 82 sénateurs, me semble-t-il. Le RDPC doit avoir 153 députés. Le RDPC a des membres de gouvernement. A environ 90%, dirige 90% de nos communes. Ça veut dire que ce parti est majorité au Cameroun. Mais dites-moi, quand est-ce que vous avez entendu le RDPC prendre position sur des questions essentielles des Camerounais? Il y a eu tout récemment au Cameroun les crimes rituels, avec ces femmes qui sont assassinées ici et là. Un parti qui a autant reçu les suffrages des Camerounais, un parti qui est au pouvoir, qui le dirige. Il prend position, il dit, voici une situation qui se pose et nous, dans le parti majoritaire, nous pensons que nous donnons une orientation. Merci. Depuis que Boko Haram sévit dans le septentrion, quand est-ce que ce parti a officiellement pris position? Je vais donner la parole à Angébert et Somba Bengono. Je viens à vous, Parfait Siki, peut-être les individus, qui sont dans un problème de communication. Il faudrait peut-être mettre sur la place publique un certain nombre de choses. Ou pourquoi pas dans le journal Action, même en termes de communiquer, qu'on sache ce qu'est la contribution du parti. Je ne fais que relayer les positions des... Toutes les contributions ne sont pas destinées à être publiées. D'accord. Ben voilà, c'est tout. C'est noté. Merci. Alors, Angébert et Somba Bengono, il se dit également dans la presse qu'il se jouerait dans la programmation ou non de ce congrès, la présidentielle de 2018, je m'explique, et la désignation du candidat du RDPC, car, dit-il ce journaliste, si Paul Biya se présente et il est élu à la tête du parti, il sera donc le candidat du RDPC aux échéances de 2018, puisque visiblement il n'y a pas d'autre mécanisme de désignation de candidats au sein de nouveaux partis. Parce que vous pensez que lorsqu'il n'est pas élu, il n'est pas candidat? Est-ce qu'il y a un autre mode de mécanisme de développement? Est-ce qu'il y a un autre mode de désignation du candidat dans le parti? Non, il n'y a pas un autre mode de désignation. L'article 27 président national est candidat. Voilà. Donc s'il est élu président national, il est forcément le candidat. Et comme il est encore président national, il est candidat. Et donc s'il ne fait pas le congrès, il garde son poste et donc il est au candidat. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que ce journaliste semble dire. Oui, le journaliste va trop loin. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous dis qu'on a construit, et j'ai d'ailleurs lu ce journaliste qui dit que le président Biya ne convoque pas le congrès parce qu'il ne veut pas être la cible de la communauté internationale et de l'opposition et de l'opinion interne qui en fera tout de suite la cible préférée. Non, 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 je suis en train de vous dire que nous sommes là dans des constructions intellectuelles. Vraiment, c'est intéressant. Mais ce n'est pas ça le parti. Et je vous dis que si vous ne comprenez pas le rôle central du président national, président de la République, dans le fonctionnement du RDPC, donc du parti au Cameroun, les analyses vont être Est-ce que nous sommes en Union soviétique? Nous sommes au Cameroun. Monsieur, vous voyez, quand vous parlez de l'Union soviétique, je ne sais pas si vous avez été en Union soviétique. Vous pensez que le Cameroun dépasse l'Union soviétique? Non, vous avez été là-bas. C'est un thème de fonctionnement stalinien. C'est sous Staline que l'URSS est devenue une puissance, monsieur. Est-ce que Paul Biya c'est Staline? Écoutez, je n'ai pas dit que Paul Biya c'est Staline. C'est vous qui comparez le Cameroun à l'Union soviétique. Et je vous dis que l'Union soviétique est la deuxième puissance du monde. C'est un thème de fonctionnement. Donc, vous n'avez rien enseigné aux soviétiques. C'est leur mode de fonctionnement qui a fait l'amalgame. Moi, j'étais en train de conclure en vous disant qu'il faut comprendre le rôle, la clé de voûte des institutions au Cameroun, c'est le président de la République. Il se trouve que c'est le président national du RDPC. D'accord. Et je crois que vous savez également que depuis la crise de 1983,
avec la constellation et le push de 84, l'État prime sur le parti. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, les charges de l'État soient telles que, même si on a envie de s'intéresser aux affaires de son propre parti, qu'on les délaye un peu. Ce n'est que des délayements, ce n'est pas des différements, ça ne peut pas être un abandon. Mais diriger, c'est aussi prévoir. Hein, diriger, c'est facile à dire, madame. D'ici, c'est facile à dire. Vous connaissez 7 pays au monde. Nébuleux chez vous. Oui. Non, ce n'est pas nébuleux, monsieur. C'est parce que vous voulez voir de la nébuleuse. Il faut justement comprendre Paul Biya. Et je vous le conseille que pour comprendre Paul Biya, les scientifiques... c'est sûr que vous-même, vous ne le comprenez pas. Moi, justement, parce que vous avez découvert le Cameroun. Non. C'est pour ça que vous parlez de nébuleux. Moi, je cherche encore le Cameroun. Et je cherche à comprendre. C'est pour ça que je dis, moi, je suggère à ceux qui s'intéressent vraiment au régime camerounais de s'intéresser à ce style de gouvernement, à cette façon de gérer, à cette façon de faire les choses qui est propre à une personne. Et nous le savons depuis, mais nous revenons toujours dessus. On va finir par normaliser les cadres, comme dirait quelqu'un. Vous faites de l'axiologie. Vous faites de l'axiologie, vous ne faites pas la politique. On va évoluer dans ce débat. Je vais donner la parole à Parfait Siki. Vous l'aurez. Ne vous en faites pas. Alors, est-ce que, Parfait Siki, les imprécisions dans le calendrier donnent forcément l'avantage au RDPC qui devient le maître du jeu politique au Cameroun? Ça donne l'avantage au président Paul Biya. J'ai dit tout à l'heure que le président Paul Biya n'aime pas la contrainte. Il n'aime pas agir sous la contrainte. Ni les contraintes légales formelles, ni les contraintes informelles. Il n'aime pas. Quand le président agit, ce qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'agir. Il est le maître du jeu, le maître du calendrier. Tant qu'il n'est pas dans cette posture-là, cela ne lui plaît pas. Donc, le congrès que vous avez prévu longtemps à l'avant, il ne le fera pas parce que vous croyez qu'il est obligé de le faire. Il ne le fera pas. Donc, il est, au moment où nous parlons là, la seule personne qui peut vous dire quand aura lieu ce congrès. Vous avez évoqué tout à l'heure sa désignation donc, comme président national qui fait de lui le candidat à l'élection présidentielle. Vous croyez que le président va clore ce débat maintenant? Il ne va pas le clore. Il va laisser ce débat se poursuivre. Sera-t-il candidat en 2018 ou ne le sera-t-il pas? Il va laisser le débat continuer. C'est ça le président Paul Biya. Donc, si on n'a pas compris ça, on discute sur les dates. Et c'est là où je rejoins le titre de l'action, que c'est un débat inutile. Parce que la clé n'est pas là où on discute. Elle est ailleurs. Et il faut aller chercher la clé là où elle se trouve. Elle n'est pas dans les débats que nous avons actuellement. Non, je voudrais terminer pour prendre... 20 secondes sur le temps. Oui, pour poursuivre dans la logique. Vous regardez, on renouvelle les mandats, bureaux politiques, mais après, pour le président Paul Biya, c'est, empruntons un peu un terme de M. Mienzo, c'est pour la forme. Après, il dirige ce parti tout seul. Il le dirige tout seul. Le bureau politique qui est chargé de l'accompagner, il le dirige tout seul. Il prend ses décisions quand il estime qu'il faut les prendre. Et après, il n'y a pas réunion statutaire du comité central, du bureau politique. Après, le reste n'importe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Ama Okol, sur la même question. Le diagnostic est donc établi. Et le diagnostic démontre que le problème, que ce soit du URDPC ou de la République du Cameroun, c'est la superpuissance d'un homme qui s'appelle le président de la République du Cameroun et le président national du URDPC. Que faut-il faire? Il faut que des gens soient courageux, audacieux, qu'ils jouent l'équation personnelle et qu'ils s'arrangent à grappiller un tout petit peu de cette superpuissance. Parce que tant qu'un homme, par exemple, commencez par tenir les congrès à date. Le fait de tenir... Oui, je le sais. Non, il n'y a pas, je vous ai dit, Carole, qu'il n'y a pas 2 tiers des membres du bureau du bureau politique du RDPC. Ce n'est pas fait à dessein. Il y en a qui sont en prison. Marafa est membre du bureau politique. Il est en prison. Il ne sortira pas de la prison pour venir assister. Il y en a qui sont morts. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi sur 22 membres du bureau politique, il n'y en a eu que 15. Ça démontre, et je le dis si bien, et pas fait bien de le dire. C'est 30. C'est 30, hein, monsieur Okol. Oui, mais on vous laisse un peu parler. Faisons le décompte, non. Christophe, y
y a-t-il eu, au soir du 16 septembre, y a-t-il eu 30 membres du bureau politique qui ont été désignés? Non, le problème n'est pas sur la désignation. Ça revient 22 sur 30. On évolue, c'est pour ça que les faits, on peut vous donner les noms, c'est 22 sur 30. Il y a eu actuellement qui n'ont pas été désignés. Alors, je conclue sur la question qu'on m'avait posée. Monsieur Mienzog vous a corrigé sur le chiffre, ce n'est pas 22, c'est 30. On évolue dans votre argumentation. C'est 30 membres qui ont été désignés. Non, c'est 30 membres qui doivent figurer. Exact. Voilà. Qui doivent figurer. D'accord. J'ai dit au soir du 16, il y a eu 22. D'accord. Je dis donc sur la base de ces 22, les 22 ne siègent pas. Par conséquent. Mais il n'y en a qu'un seul qui est en prison, monsieur Okol. Il n'y a pas eu. Non, il n'y en a qu'un seul. Vous avez donné le nom. 22 moins 1, il reste 21. Et un dessert. Oui, et les desserts. Le dessert, il y a eu... peut-être ma mémoire. Est-ce qu'il y a eu des desserts? Je pense que les desserts au bureau politique depuis 2011. Non, il y en a peu. Ce que je veux dire, évitez d'induire mais c'est vous qui êtes de me perturber. Ce que je veux dire, le bureau politique du RDPC n'est pas complet. Nous sommes d'accord à partir de ce moment. Mais si nous sommes d'accord que le bureau, conformément au texte, si nous sommes donc d'accord que le bureau n'est pas complet, conformément au texte, mais conformément, je parle de texte. Admettons-le, on avance. Si on est d'accord que le bureau n'est pas complet, mais s'il n'est pas complet, comment va-t-il siéger? Mais le quorum est... Alors maintenant, le quorum est... c'est difficile de ne pas me donner la possibilité de... Le texte dit... La question que Carole me pose est celle de savoir quel est ce qui pourrait s'apparenter à la solution. La clé, c'est la solution, pour ma part, c'est que au sein du RDPC, parce que c'est là que ça doit se jouer. C'est là que ça doit se jouer. Parce que la technostructure de l'administration au Cameroun est tenue par les cadres de votre parti politique. Ça veut dire que si au sein de l'administration, ils ne peuvent pas jouer une équation personnelle, au sein du parti au moins, cette équation personnelle doit se jouer. Parce que tant qu'un homme demeure avec tout le pouvoir, à partir de ce moment, il ne peut faire qu'à sa volonté. Merci. Et après, à partir de ce moment... Georges-Alain Boyomo, ce n'est donc pas les 15 et 16 septembre, ce sera quand? Bien malin qui pourrait le dire sur ce plateau, mais je pense, pour sortir de ce débat, qu'à quelques nuances près, nous sommes globalement d'accord. Et si parfait, c'est qui n'avait pas existé sur ce plateau, il aurait fallu le créer, parce qu'il a trouvé les bons mots pour le dire, pour nous réunir finalement, parce que l'homme qui est censé nous rassembler, par rapport à ce débat, est plutôt celui qui nous divise. Heureusement qu'on parle bien d'un rassemblement. Suivez mon regard. Et donc, parfait, c'est qui a eu l'occasion de travailler à l'action. Il connaît bien le président de la République. Vous doutez bien que nous-mêmes, qui travaillons en mutation, nous le connaissons également bien. Et qui se trouve maintenant du côté du quotidien de l'économie, après être passé par les pairs. Il comprend également les préoccupations qu'on peut avoir en dehors de l'action. Donc pour lui, c'est le tampon. C'est le tampon. C'est que parfait, c'est qui a dit. Alors, c'est que parfait a dit. La clé, c'est quoi? On s'aligne derrière ce que parfait, c'est qui a dit. On peut écrire des livres sur le président de la République, on sait comment il fonctionne. Mais en tant que citoyen, on aimerait également, parce que nous sommes dans un monde globalisé, on voit un peu comment les choses fonctionnent ailleurs, on ne demande pas de transposition mécanique, mais on demande quand même qu'on se rapproche des standards. OK et adapté. Qu'on se rapproche des standards, même s'ils sont mauvais, à partir du moment où ils sont considérés comme des standards, il faut qu'on s'y rapproche. D'accord. Angebert et Somba Bengono, que dites-vous donc à vos militants qui peut-être attendaient, influencés par la presse, comme vous le dites? Je continue mon cycle de communication la semaine prochaine dans les sections. Pour leur dire, du président. Continuez à faire confiance au président. Il va convoquer le congrès lorsqu'il pense. En temps opportun pour qu'il soit utile au parti et au Cameroun. Christophe Mienzog. Oui, mais je dis la même. Moi, je reprends textuellement ce que j'ai dit dans l'éditorial. Le congrès du parti se tiendra selon la légalité, c'est-à-dire en respectant nos textes. Il se tiendra conformément des nécessités du bon fonctionnement et de la bonne organisation du parti. Et il se tiendra donc conformément à l'opportunité. C'est-à-dire que les observateurs peuvent dire, le Congrès, oui, nous sommes d'accord, il est nécessaire, il doit se tenir et tout, mais il se tiendra au moment M, qui est le moment le plus important pour le parti, en ayant donc respecté les deux premiers critères, la légalité
et les nécessités du bon fonctionnement. Merci. Voilà. Je termine avec vous, parfait. Siki, vous avez été élu comme le panéliste le plus centriste, donc du coup je suis Non, le synthétiseur. L'homme de la synthèse, quoi. C'est le Hollande de ce plateau. Je vais quand même faire une correction, puisque Grégoire, on avait déclaré sur ce plateau le 27 mars dernier que les textes du parti prévoient un congrès, et donc le dernier ayant eu lieu en septembre 2011, on s'attendrait donc à un autre en 2016, mais il avait quand même ajouté que les textes du parti donnent le pouvoir au président national et au bureau politique de proroger ou alors d'abréger. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours qui viennent à une sortie quand même du bureau politique pour dire qu'il n'y a pas eu de congrès alors voilà vers quoi nous sommes en train d'aller. Vous pourriez poser la question à Grégoire. Il est vraiment plus qualifié que moi sur ce plateau pour répondre à cette question. Mais pour ne pas l'embarrasser, parce que je suis sûr qu'il aurait des difficultés à me dire s'il y a une réunion du bureau politique qui arrive dans les prochains jours, moi je vais m'avancer en disant qu'on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Peut-être qu'elle se prépare. Et Dieu seul sait que même quand vous avez tout préparé avec le président Biya, ce n'est pas acquis. Il y a plusieurs réunions du bureau politique qui ont été préparées, mises au point, et puis elles ne sont jamais tenues. Et il y en a même eu qui se sont tenues, au cours desquels on a arrêté des points. Par exemple, on aura un congrès avant la présidentielle, je crois qu'on est en 2004 ou avant, je ne me rappelle plus très bien. Il y a un congrès avant la présidentielle, les membres du bureau politique sont sortis, ils ont fait des interviews, nous avons discuté avec le président et tout. Et il n'y a jamais eu de congrès ordinaire avant le congrès. Donc, c'est bien malin celui qui peut vous dire quand est-ce que ça va se dérouler. Pour une raison simple, pour la bonne compréhension, le congrès du parti est la date, c'est sur la proposition vient du président, l'officialisation, c'est le secrétaire général et le secrétaire général seul qui peut officialiser la date. Vous avez compris ce que vous dites? Je dis le secrétaire général du comité central. Donc, nous sommes suspendus donc à la sortie du secrétaire général du comité central du RDPC qui nous dira quand est-ce que cela va arriver. Je vous permets, messieurs, de prendre une pause et nous revenons juste après avec un autre sujet au menu de ce programme de Canal Presse. À tout de suite. Le sujet a fait la une du quotidien de l'économie il y a quelques jours. Il s'agit de celui des péages routiers. Ils sont en voie d'autonomisation. Parfait, Siki, je commence par vous. Vous avez signé l'un des articles. Vous parliez justement dans votre article, visiblement, de ce que c'est le Premier ministre même qui avait décidé de cette autonomisation. On était dans les coups de janvier 2008. Vous avez bien dit automatisation. Bien sûr. Oui. C'était au cours d'une session du CONAROUTE, qui est le Conseil national de la route. Il avait observé que les recettes de péage avaient vous dites quoi, sévèrement baissé, et il s'en était ému. Du coup, était donc née l'idée de procéder à une automatisation des péages. Et au cours de la dernière conférence internationale qui s'est tenue en mai dernier, l'automatisation de ces péages a été l'un des projets portés par le gouvernement, notamment le ministre des Travaux publics, et soumis aux investisseurs pour un financement. Et cela s'est passé de cette façon. Le mois d'après, un appel d'offres a été lancé, auquel ont soumissionné 4 groupements. Et dans les propositions de ces groupements, on a pu lire que des propositions sont faites, des études ont été faites qui rendent donc le péage plus cher pour qu'il devienne rentable pour ces entreprises-là. D'accord. Et le prix minimal, donc, c'est 2500 francs. Que reproche-t-on au péage, selon vous, Georges-Alain Boyomo, vous qui avez travaillé également sur la question, tels qu'ils sont actuellement? Je pense que nous qui avons un peu voyagé autant que nous sommes autour de ce plateau, lorsqu'on va en Guinée équatoriale ou en Côte d'Ivoire, on a parfois le sentiment que nous sommes maudits. Parce que là-bas, ce sont déjà des péages électroniques et autres. Or, ces pays n'ont pas nécessairement plus de ressources que le Cameroun. Autant que je puisse en dire sur ce dossier, je pense que le problème se pose à 2 niveaux. Au niveau déjà de ce qu'on a fait de l'argent qui est généré par le péage en l'état manuel, il y a beaucoup d'argent
qui est générée chaque jour dans la quarantaine de postes de péage qui, 45. voilà, qui existent à travers le pays et qui sont centralisés dans un compte au niveau du ministère des Finances et qui n'est pas déjà reversé comme il le faut à ceux qui travaillent tous les jours. Lorsque vous passez par exemple au niveau du péage comme tout, vous voyez par exemple qu'il n'y a pas de toilettes publiques, pour ceux qui travaillent, il n'y a pas d'abri, il n'y a même pas d'électricité lorsqu'il y en a qui s'éclairent à la lueur de leur téléphone. Donc ceux qui travaillent même tous les jours ne sont pas déjà bien payés, alors que ces gens travaillent, reversent beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Maintenant, l'autre aspect, c'est que il y a un certain nombre de primes qui doivent revenir à ces gens-là, mais manifestement, au niveau du ministère des Finances, le rythme de reversement de ces primes n'est pas conséquent. Et on a le sentiment que ces gens sont payés au lance-pierre alors qu'ils reversent beaucoup d'argent à l'État. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour ceux qui travaillent pour le pesage, qui sont engraissés alors qu'ils reversent moins que les agents péagistes. Maintenant, le deuxième niveau, c'est au niveau de la route. Ces fonds-là ont vocation à améliorer l'état de nos routes. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on dit que le ticket de péage va passer du simple pratiquement au triple, les gens sont au quintuple, les gens sont excédés. Ils se disent que bon, à quoi le reste ça va servir. Christophe Nienzog, le ministère des Travaux publics a donc lancé un appel public international pour le financement, la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation, la maintenance de 14 postes de péage automatique. On va dire que c'est une modernisation de notre système de sécurité qu'il faut applaudir ou pas? Oui, sur le papier. Le problème avec ces décisions, c'est qu'on part c'est toujours très beau sur le papier. De bons sentiments, mais à la pratique, on peut constater qu'il y a des problèmes. C'est ce que Georges Alain disait. Bon, tout le monde a appris, il y a eu un rapport de la CONAC sur le fonctionnement de certains postes de péage. Bon, on a entendu les conclusions de ces rapports-là. Bon, maintenant, le gouvernement décide de passer à une phase supérieure qui est l'automatisation. Vous n'aurez donc pas, en principe, des agents qui collectent. Parce que le problème de notre pays est dans la plupart des structures, moi je vis ça. Si je pouvais mettre en place au Palais des Congrès un mécanisme qui permette que de composter les tickets. Voilà, par exemple, ou que pour limiter les contacts humains. Pour limiter. En fait, le problème dans nos administrations, c'est il faut tout faire pour que les agents ne touchent pas. Or, vous voyez très bien que dans notre culture, on aime tellement palpé, excusez-moi le terme, on aime palper. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit l'argent, c'est le toucher. Voilà, si on pouvait réduire cela, on aurait fait un grand pas. Bon, on pense donc que l'automatisation, c'est une des solutions, mais je dis même que comparaison n'étant pas toujours raison, parce que Georges Alain parle de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire, mais il y a des pays où il n'y a même pas de péage. On n'est pas obligé de privatiser justement cette affaire-là. Parce que même dans les pays où on a privatisé, on a bien vu que c'est finalement, les routes sont construites par l'État. Et l'État concède la gestion de ces routes à des particuliers, à des privés. Et finalement, c'est les privés qui en tirent les plus gros bénéfices. Donc, même ce modèle d'automatisation peut être questionner. Je dis qu'il y a des grands pays où il n'y a même pas de péage. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque véhicule a une carte grise. On renouvelle des vignettes chaque année. On peut décider que c'est un impôt qui est prélevé directement à la source. Et personne ne touchera l'argent. L'argent va directement dans les caisses de l'État. On peut imaginer une solution comme celle-là. Et tout le monde, on n'aura donc plus toutes ces polémiques. L'argent rentre, il n'est plus affecté à l'entretien des routes, etc. Merci. Angebert et Somba Bengono, il y a justement dans le processus de concession aux opérateurs privés de péage routier, on parle déjà des sociétés qui ont soumissionné et qui sont toutes étrangères. Oui, bon, je ne voudrais pas trop m'exprimer sur le péage parce que étant de l'inspection des services extérieurs, donc chargé du contrôle des postes de péage, je ne voudrais pas aller loin, je voudrais plutôt m'appesantir sur le chiffre qui a été donné tout à l'heure. D'accord. Les 2500, parce qu'il y a eu une étude pour les 14 postes pilotes, les 2500 sont la base de rentabilité pour que ce soit privatisé. Donc à 500, personne ne prenait. D'accord. Vous savez que la première expérience de privatisation a échoué précisément sous l'autorité du ministre d'État à Caen, à l'époque. Parce que 500 francs, c'était... Bon, parce que le modèle qui a été choisi était un modèle qui
cumule toutes les vertus d'un poste de péage, c'est-à-dire réduction de la manipulation manuelle des fonds. Le lien ne se fait qu'entre celui qui franchit le poste de péage et le ticket sort automatiquement contre l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet. Et puis, il y a un couloir d'au moins 110 mètres de long, dans lequel, si vous êtes engagé, vous ne pouvez plus reculer. Et puis, tous les commerces sont expulsés. Évidemment, le prestataire doit développer à l'intérieur de la zone de franchissement du poste de péage des toilettes, l'éclairage et pas de commerce pour la sécurité, évidemment. Donc, la base minimale pour que ce soit rentable, c'était 2500 francs de ticket de péage. Donc, quand on dit 2500 francs, on n'a pas tout dit. Il faut dire que si ça passe, dans ces conditions-là, effectivement, la concession ne sera donnée que si le gouvernement accepte de porter ces chiffres à 2500. Or, connaissant un peu la situation des 14 postes pilotes, donc sur Douala, Yaoundé, Bafoussam, voilà, nous risquons de nous retrouver dans une situation qui va créer un inégal accès du public à un service public. Vous savez que seuls les 2500 seront valables uniquement sur les 14 postes et quid des autres postes. Voilà, donc il y a tout. Peut-être que l'annonce a été trop tôt, mais tous les arbitrages n'étaient pas encore tout à fait faits. On parle bien de 2500, vous avez entendu. Est-ce que cela n'aura pas une répercussion sur le coût de vie, le coût de transport, les denrées de première nécessité? Parce que les transporteurs qui paieront désormais 2500 vont vouloir récupérer ça, connaissant la mentalité camerounaise dans ce système-là. Moi, je dirais que vous êtes pondéré dans votre question. Je dirais que c'est un attentat. Ce serait un dangereux attentat contre les pauvres Camerounais. Parce que si on va dans la base de cette nécessité de moderniser l'infrastructure, ce serait comme si on va habiller une maison en carabotte avec des carreaux. À quoi ça va servir? Quelle est la seule route au Cameroun qui obéit aux normes? J'ai posé des questions avant de venir à cette émission. J'entends dire que Axelou, ça n'existe qu'au Cameroun. Je n'ai pas entendu parler d'Axelou ailleurs. Quelle est la nécessité du péage? Quelle est la problématique du péage? Le péage voudrait que les fonds récoltés permettent de réparer les dégâts causés sur l'entretien routier. Mais regardez comment nos routes sont. Même le simple cantonnage. Je ne parle pas des nids d'éléphants sur la chaussée. Je parle seulement du cantonnage qui consiste, parce que la voie est déjà étroite. Le cantonnage qui consiste à désherber les abords permet au moins d'avoir une visibilité. Vous avez une route étroite, vous n'avez pas le cantonnage. Cette route se dégrade au quotidien à cause de sa qualité. La route n'est déjà pas bonne. Et observez ce qui se passe sur nos péages. Les péages sont devenus des goulots d'étranglement. Sur les DA, surtout, il y a des gens qui passent 1 heure. Imaginez que vous êtes parti de Douala à 12 heures, que vous voulez vous donner 3 heures pour arriver à Yaoundé. Encore que ça, c'est difficile avec les embouteillages. Vous passez 1 heure au péage. Vous avez envie de rattraper le temps perdu. Alors, c'est les accidents qui endommagent davantage la route. Donc, ces péages qui vont être appliqués sur des mauvaises routes à 2500 francs. Vous imaginez ça pour un Camerounais moyen? Est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui ne parviennent pas à avoir 500 francs par jour? Qu'on leur impose maintenant de payer le péage à 2500 avec le coût de la vie qui est déjà assez... Moi, je voulais dire... Non, on peut s'acheter un véhicule à 1 million de francs. Et ne pas avoir 500 francs par jour. On n'a pas que ça à faire. On a une famille, on a déjà tout ce qu'il faut payer pour le véhicule. Disons que je ne défends pas le péage. Non, je vais dire que je reviens à l'expression que j'ai dit au départ. Ce n'est pas accessible au Camerounais qui vit à moins de 500. À moins de 500, voilà. Moi, je voulais dire un mot sur la privatisation. Je pense que ce que Christophe a dit est important. Alors, on n'est pas contre le principe de privatiser. Maintenant, est-ce que les nationaux qui ont produit de bonnes performances, puisque lorsqu'on regarde l'équipe qui était là par le passé et l'équipe actuelle, il y a quand même un hiatus en termes de performance. D'ailleurs, le rapport de la CONAC a été clair sur la gestion d'une équipe qui était là en poste à un certain moment. Je pense que si la nouvelle équipe a produit de bons résultats, pourquoi ne pas
automatiser, puisque manifestement c'est au souhait de tout le monde, et confier donc à cette équipe la charge de continuer à rapporter des recettes à l'État. Mais est-ce que l'État peut s'engager à automatiser et laisser gérer? Parce que j'ai cru comprendre que dans l'appel public, il fallait que la société qui soumissionne soit capable d'accompagner l'État dans l'élaboration de ce... C'est justement ça. Je pose d'autant plus le problème qu'on sait comment les privatisations se passent depuis un certain temps au Cameroun. C'est-à-dire que ce sont les nationaux qui s'habillent sous un nouveau jour et viennent soumissionner, gagnent. Et il y a donc l'affichage privatisation que ce sont des expatriés qui auraient la présomption de la compétence et de la bonne moralité. On voit le cas de CDE. Des gens sont passés manifestement derrière, sous des visages marocains, pour venir soumissionner. Et ils ont gagné, on voit le résultat. Alors, il y a eu des communiqués. Donc, la solution il y a eu des communiqués pour des gens ont dit qu'ils n'ont rien à voir dessus. Mais moi, je préfère dire que j'hallucine. Quelques temps après, on a résilié le contrat. Moi, vraiment, cette coïncidence, j'espère que c'est un concours de circonstances. Mais si des gens qui sont en principe des fonctionnaires, donc ils ne sont pas censés parler en termes de milliards, on arrive à gagner des marchés comme CDC2. Qu'est-ce qui vous dit que pour le péage? Ils ne vont pas aussi gagner. Après, le résultat sera mauvais, c'est le contribuable qui va trinquer. Vous souhaitez dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'en réalité, il faut questionner la convention de base. Parce qu'en réalité, les postes de péage et les postes de pesage sont gérés suivant un modèle qui combine 3 ministères et un partenaire privé. C'est pour ça que vous avez bien observé, la CONAC l'a d'ailleurs relevé en insistant sur un certain nombre d'irrégularités en termes de malversation. On avait atteint les seuils de rendement décroissant. C'est-à-dire on était arrivé à un niveau où on avait l'impression que tous les postes de péage et de pesage se sont entendus pour ne pas dépasser un certain seuil de recettes. Alors qu'on savait très bien qu'il y avait un potentiel. Donc il faut questionner cette convention parce que si le nouvel attelage s'adosse sur cette convention, il y aura encore des problèmes. Donc, même à 2500, il n'y aura pas d'argent. Donc, en réalité, la privatisation peut poser un problème parce que le privé, il ne va pas prendre les gants pour se débarrasser d'un certain nombre de... Donc, et la rentabilité étant garantie, il va la exploiter, quelqu'un l'a si bien dit, avec l'expérience de l'eau. Donc moi je crois que la solution est d'abord dans la relecture complète, la remise à plat du modèle qui existe, en questionnant, d'ailleurs la CONAC n'est pas allée questionner le logiciel. Vous savez que dans les postes de pesage, par exemple, le lever des pesées n'est pas donné au ministère des Finances. Donc c'est un particulier, c'est un privé qui tient ce logiciel. Et le vrai chef, ce n'est pas l'agent de l'État. En réalité, c'est le responsable du privé qui est dans la convention. Donc, il faut re-questionner cette façon de faire qui fait que tout le monde voit très bien. Quand vous parlez du poste de péage, le premier d'EDEA sur AED, ce que ce poste rapporte aujourd'hui est largement insuffisant pour refaire ne fût-ce que le dallage. De cet endroit-là. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que les péagistes ne veulent pas travailler ou parce que le percepteur ou le receveur des finances d'EDEA n'a pas les tickets. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je vous dis que le logiciel du particulier est plafonné. Donc, dès qu'un poste franchit un certain seuil de recettes, on lui dit stop, tu vas plus loin que les autres. Donc, il y a un nivellement national des recettes de la route. Or, la route génère beaucoup d'argent. Et moi, je crois qu'il faut relire toute cette convention. C'est compris. Et que le ministre des Travaux... Est-ce que tous les camions passent sur les postes? Ça aussi, c'est un autre débat. Non, avec les trafics, avec les routes. Est le même. Et je voudrais quand même rappeler à M. Ocol que l'axe Lou, ce n'est pas dans les documents officiels. Douala Yaoundé, c'est la route nationale numéro 3. Ce sont des routes nationales. Donc, Et que nous sommes en train de perdre. Moi, je reviens de Berthois. Dans 2 ans, nous aurons d'énormes problèmes entre Ayos et Bonis. Quand vous voyez ce qui se dessine sur cette route, je ne sais pas où on va trouver l'argent pour refaire cette route-là. Je préfère qu'on n'en parle pas, même si on parle des routes ici, ce sera un autre débat. Alors, Parfait Siki, est-ce que la solution, ce serait donc sécuriser les recettes par l'automatisation? Surtout qu'on sait qu'on s'expose à un autre type de délinquance quand ce type de fonction entrer en vigueur, il faut éduquer les personnes au paiement automatique. Il faudra peut-être instaurer les radars pour surveiller et savoir qui a fait quoi, comme ça se fait ailleurs sur les autres pays. Est-ce que nous sommes prêts à ce type de fonctionnement?
Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'incivilité. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'incivilité sur la route. Vous savez que quand vous arrivez à un poste de péage, les gens n'ont parfois pas de monnaie et bloquent le poste de péage pendant de longues minutes, ça se voit. Il y a des gens qui viennent avec 300 francs et supplient la péagiste ou le péagiste, ça se voit. Mais il y en a aussi qui ne payent pas, non? Il y en a qui ne payent pas, parfois des cortèges. avec la complicité du péagiste. Il y en a qui mettent le gyrophare et sirène hurlante et viennent passer. Il y en a qui mettent le béret d'hommes en uniforme. Il y a toutes sortes d'incivilités qu'on constate au niveau du poste de péage et ça ne va pas disparaître simplement parce qu'il y a une automatisation du péage. Ça va continuer à exister. Sauf que l'enjeu ici, c'est d'améliorer les recettes. Il faut améliorer les recettes. Elles sont actuellement de 6 milliards, à peu près 6 milliards 200 millions chaque année. Donc il faut faire mieux parce que je pense qu'on peut faire mieux dans notre pays. Il faut peut-être pas... Elles dépasseront plus 6 milliards de toute façon. Oui, bon, mais il faut aller à plus de 6 milliards. On a besoin d'argent, il faut améliorer les recettes. Il faut au moins pour entretenir les routes. Tout à fait. Au moins pour entretenir les routes. D'accord, et on suivra forcément cette actualité sur nos antennes, puisque nous sommes arrivés au terme des temps qui nous est imparti sur Canal 2 International. Les rendez-vous de ce dimanche, vous suivrez forcément le tirage de la CAN féminine. Une édition spéciale de Grand Stade aura lieu à partir de 15h30, édition spéciale CAN 2016, donc à suivre sur ces antennes. Après le journal de 20h, Alain Foguet descend dans l'arène, le professeur trésorier du MRC. On parlera de l'état de santé du parti, de Maurice Kamto. On parlera de l'état de santé de l'opposition camerounaise globalement à la veille de 2018. Et bien sûr, en cette période de la célébration de la démocratie, c'est donc le menu des échanges de Rodrigue Tongué et de ses invités ce soir. Messieurs, moi je vous dis merci d'être venus. Merci, Carole. Merci. À très bientôt sur Canal 2 International. Bon dimanche. Bon dimanche.